Monsieur le Président, nous abordons maintenant la situation à l'est du pays. Oui. Aujourd'hui, c'est quasi certain que le Rwanda a relancé le M23 après le réchauffement des relations entre la RDC et l'Ouganda. Très bien. C'est acquis maintenant. Il y a eu la réunion à Rwanda, pour ne pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu début de dialogue. Mais il y a des voix qui commencent à dire qu'il faut un peu de bon sens pour que on commence à négocier. Avec qui? C'est la grande question. Et mon autre question, c'est que négocier avec qui? Mais quoi? Négocier quoi? Voilà. Très bien. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Et c'est ça le problème. Et si ça continue, beaucoup pensent que cette guerre n'est pas qu'une guerre des richesses, mais surtout une guerre de conquête du territoire. On a beaucoup parlé de balkanisation. C'est une guerre de richesse. Mais est-ce que c'est une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous là-bas, dans le Massissi, Rutshuru et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. C'est ça qui attire. Et maintenant, pour
que ce soit définitivement mis en coupe réglée, sous coupe réglée, eh ben, ils veulent le couper de la RDC. La balkanisation est donc encore possible dans leur tête, pas chez nous. Jamais, elle n'est pas possible. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il de bonne foi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président João Lourenço pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée. Et je remercie évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe, de toutes les façons, il n'était pas partie prenante de ce processus. Lui, il l'a trouvé en arrivant, en étant élu. Peu importe, mais le processus de Luanda est là et il fonctionne très bien grâce à la maestria du président João Lourenço. Et le président Uhuru Kenyatta est un très bon facilitateur issu du processus de Nairobi, qui malheureusement a été vidé de sa substance, mais le président, sa crédibilité du président Uhuru reste, elle demeure. Voilà, je tenais à le dire, parce que je suis convaincu que là, nous sommes engagés sur la bonne voie, grâce à ces partenaires, et que nous aurons la solution. Je suis vraiment convaincu cette fois-ci. Après la situation là, je voudrais parler avec vous de tous ces scandales financiers, avérés ou supposés. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'il n'y a aucune poursuite judiciaire ou suspension de qui que ce soit. Pourquoi la justice ne répond pas? Bon, écoutez, d'abord, le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Et c'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux. Parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Moi, je tiens beaucoup à ces choses-là. Vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Lusaku et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamné, c'est terminé. Donc, laissez à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays. Donc ne vous en faites pas. Réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là. Malheureusement, c'est récupéré par les réseaux et c'est ça qui désoriente un peu l'opinion, parce qu'il faut laisser la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. On va leur donner encore plus de moyens de travail pour que la justice soit dite. Parce que attention, on a affaire à des
parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur. Non, prenez votre patience. Jamais justice n'a été expéditive. Regardez, dans nos pays à tradition démocratique ici, il y a des procès qui durent 10 ans, 15 ans de corruption. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que, parce qu'un nom a été cité, le lendemain il doit être condamné? Mais non. Il faut lui donner les moyens de sa défense et voir comment ça va se passer. Monsieur le Président, vous avez cité le ministre de la Justice sans le citer. Justement, je voudrais poser une question à son sujet. Sa nomination en tant qu'opposant a surpris agréablement beaucoup de gens. Très bien. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture aux forces de l'opposition? Bien sûr. Est-ce que c'est un jargon que vous passez? Bien sûr. Pour dire que vous voulez rassembler... Bien sûr, c'est une ouverture, bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Muzito, et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui fait, malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du FONAREV encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du FONAREV, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Moussa Muzito, hommage à lui, lorsque nous avons terminé la 6e revue avec le FMI, premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays. C'est la première fois que ce gouvernement arrive, et c'était sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'on jette en pâture aujourd'hui. Mais Adolphe Muzito m'a envoyé un message de félicitations. Et lui, il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie. Vous voyez, mais il n'est pas au gouvernement, il n'a pas de privilège, il reste objectif. Ça, c'est des vrais hommes d'État. C'est ça que nous devons voir dans notre pays. On parle de l'opposition, je voudrais un peu parler du parti au pouvoir. Bien sûr, oui. Crise à l'UDPS, appel à la médiation du président qui est au-dessus des partis. Alors le président fait quoi? Le président dit quoi? Parce qu'il a quand même encore le cœur à l'UDPS. Bien sûr, l'UDPS c'est mon école. Et je suis issu de là. J'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPS. Le président n'est pas inquiet du tout. Je me réfère d'ailleurs à un terme qu'aimait beaucoup utiliser mon mentor, notre leader historique, Étienne Tshisekedi, qui appelait ça vitalité démocratique.
Donc, de ce choc des mots jaillira la lumière. La seule chose que je déplore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'usage des réseaux sociaux. À l'époque, quand nous nous battions comme ça, on le faisait dans des salles entre quatre yeux ou sur le net, mais entre nous, sur nos sites, comment on appelait ça encore, là, les sites de discussion qu'on avait à l'époque, quand on n'avait pas encore ces réseaux sociaux. Et c'était bien, ça se passait, c'était chaud, bien sûr, bouillant, mais démocratique. Et ça terminait toujours par s'arranger. Et je vous promets, ça va s'arranger. Je ne suis pas du tout inquiet. C'est des choses qui arrivent. Je ne veux pas, en tout cas, que ça prenne des allures du genre de ce qu'on a vu avec les forces du progrès, que je condamne complètement. Mais je tiens à ce que... enfin, je suis sûr plutôt que les choses vont rentrer dans l'ordre. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.